Bienvenue à tous dans ce nouveau débrief sur Medi 1 TV Afrique. Nous recevons aujourd'hui Malamine Fernandez, directeur de publication de l'Aurore du Sud. C'est un plaisir de vous recevoir sur Medi 1 TV Afrique. Merci madame, merci et bonjour à mon collaborateur Elas Guissé. Donc c'est un plaisir donc de venir partager avec lui ce plateau. Voilà, les présentations sont déjà faites. Monsieur Guissé et Elas Guissé, vous êtes journaliste. Oui, merci de nous inviter sur ce plateau de débrief. Bonjour aussi à mon confrère Malamine Fernandez. J'espère que ce plateau va être intéressant pour nous tous. Justement, à l'heure du jour, nous allons parler de la victoire d'Umaro Sissoco Embalo à la présidentielle bissau-guinéenne et des défis qui l'attendent, n'est-ce pas? Par ailleurs, je vais vous poser la question, qui est Umaro Embalo? Alors, Umaro Embalo, tantôt on dit Embalo, c'est l'écriture portugaise, mais le nom familial c'est Embalo, donc originaire du Gabou, c'est la partie, donc est la Guinée-Bissau aussi, où il y a les Pels, pour ne pas dire les Alpulaar, parce que aussi c'est la division un peu géographique et ethnologique de la Guinée-Bissau. Vous avez une partie sud où il y a les Pepel en majorité, et vous avez les Balantes un peu au nord, et vous avez les Pels entre le Gabou et Bafata. Donc c'est un peu l'origine de ce nouveau président de la Guinée-Bissau. C'est aussi quelqu'un qui est militant du PAIGC, le parti d'indépendance. Donc, qui a aidé jusqu'ici, qui a dirigé le pays depuis l'indépendance jusqu'à maintenant. Il a été plusieurs fois ministre avant aujourd'hui de devenir président de la République. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui connaît l'administration bissau-guinéenne, qui a vécu aussi les moments de crise et qui s'est positionné très tôt pour aller au suffrage universel pour gagner ces élections. Cela veut dire que ce n'est pas un novice du pouvoir, mais ce n'est pas aussi quelqu'un inconnu du système. Il connaît bien ce système. Ce n'est pas pour rien qu'au regard des résultats, il est arrivé au premier tour, et ça permettait de faire comprendre qu'il pouvait être un bon challenger contre le président sortant qui n'est même pas arrivé. José Mario Vaz qui est arrivé quand même quatrième. Quatrième, vous imaginez, c'est pour la première fois dans le monde politique, hein, de mémoire, je n'ai pas entendu un président sortant qui est allé aux élections, qui n'est même pas allé au second tour. Ça veut dire que la Guinée-Bissau avait besoin de ce changement et il fallait des hommes nouveaux, mais pas tout à fait nouveaux, qui ne sont pas connus du public, mais surtout qui connaissaient aussi l'administration, parce que c'était aussi la particularité de Umaro. Alors, Malamine, si on revenait un peu sur le parcours de l'homme, que peut-on dire? Oui, et je pense que je ne vais pas quand même trop insister sur ce que disait tout à l'heure Elage, parce qu'il a quasiment tout dit donc, de l'homme, de ses origines ou autres. C'est vrai qu'il est Nipel. Mais ce qui me plaît surtout de Umaro, de ce nouveau président bissau-guinéen, c'est son parcours intellectuel. Voilà quelqu'un, il fait partie, je pense que j'ai essayé de chercher, mais je pense que c'est le plus jeune président d'ailleurs de la Guinée du Bissau, parce qu'il est né en 1972. Et plus précisément, je pense que c'est quelque chose comme le 23 septembre 1972. Un universitaire, quelqu'un qui te parle aujourd'hui plus de 5 langues. Et autre chose qui me plaît en lui, c'est voilà quelqu'un qui a épousé, qui est peu musulman, mais qui a une épouse catholique chrétienne, qui est trop rare dans un pays comme la Guinée-Bissau. Et je sais que, comme Elage l'a dit, il connaît très bien le pouvoir, parce qu'elle a été donc Premier ministre du président sortant. Il maîtrise très bien donc l'armée, parce que je pense qu'il a été aussi général, si mes recherches sont donc exactes. Donc je pense qu'aujourd'hui, la Guinée-Bissau n'a pas de... et peut-être, comme on dit Sénégal émergent, on va parler peut-être demain de la Guinée-Bissau donc émergent.
Espérons-le. Tout à l'heure, Monsieur Guissé, vous l'avez dit, alors qu'il n'avait recueilli que 28% des suffrages après avoir rallié à lui 18 partis d'opposition quand même, disons qu'il a réussi à avoir la plupart des ténors du pays, dont le chef de l'État sortant, José Mario Vaz. Comment l'a-t-il réussi à convaincre tous ceux? En fait, ce n'était pas à lui de convaincre, mais aux autres d'accepter les changements que la Guinée-Bissau exigeait en ces moments particulièrement. Je dis, il devait fédérer parce que simplement tous ces hommes politiques comprenaient que c'est le PAIGC qui est aujourd'hui en déconfiture par rapport au principe du parti depuis l'indépendance. On a tous ces hommes politiques sont nés du PAIGC. Combien sont-ils aujourd'hui à quitter le PAIGC pour aller sur des mouvements, des mouvances? Mais, comme tout parti, d'ailleurs, la plupart des partis, on ne connaît pas souvent les tendances, moins encore des querelles à l'interne. À chaque fois, c'est des dissidences qui se créent et autour donc de Oumarou, tous ces responsables politiques qui ont traversé avec lui les forts moments de crise de la Guinée-Bissau, politiquement parlant, je dis, étaient obligés de l'accompagner parce que sinon, c'était de faire revenir le PAIGC au pouvoir. Et pour eux, le PAIGC a suffisamment dirigé le pays depuis les années d'indépendance jusqu'à maintenant. Le changement devait s'opérer obligatoirement avec des hommes nouveaux. Je dis nouveaux entre guillemets parce que c'est des hommes du pouvoir. Il a mentionné, et c'est un militaire, comme tout Bissau-Guinéen d'ailleurs. Hommes et femmes sont militaires. C'est un pays militaire. À la limite, il n'y a pas de civil. Vous êtes forcément dans l'armée avant d'être dans la vie civile. Et le plus important, ça peut-être je vais le poser à Malamine, ce n'est pas seulement les partis politiques qu'il a réussi à fédérer autour de lui, mais également il a réussi à convaincre déjà le peuple bissau-guinéen qui avait soif de changement. Vous savez, le président Oumarou a eu une maîtrise en sciences politiques. Étant général, mais il a eu une maîtrise en sciences politiques. Et donc, il sait par où passer pour pouvoir quand même convaincre la plupart donc, de ces hommes politiques et de la population. Et vous savez, la Guinée-Bissau a toujours été un pays d'une grande instabilité. Là où on parle toujours donc de coup d'État, et là je l'ai dit, de la drogue, est devenue donc une plaque tournante de trafic de drogue que tout le monde a connu. Ça, par ailleurs, nous allons y revenir. C'est l'un des défis principalement à relever pour le président. Donc, c'est ce qui fait que moi, je l'ai rencontré ici avant quand il préparait donc le second tour. Mais je te dis, aujourd'hui, le président Oumarou, quand il te parle donc de fédérer la population donc guinéenne autour donc du c'était donc de campagne. Donc c'est ce qui fait aujourd'hui. C'est ce qui a réussi à convaincre. Moi je n'étais pas quand même surpris que l'électorat guinéen quand même c'est Bissau-Guinéen s'est quand même retrouvé donc autour donc de cette personne pour le propulser donc au devant de la scène. Regardez pratiquement tous le troisième candidat, je sais pas, quatrième, puis pratiquement tous les tonnerres politiques Bissau-Guinéens étaient avec lui. Donc c'était évident quand même qu'il passe facilement. Là où il a fait le maximum de voix, c'est pas dans sa région. Dans sa région, voilà. C'est ça la particularité. S'il arrivait à fédérer, la Guinée-Bissau était connue par ses divisions ethniques régionales. Je dis, s'il a beaucoup plus de voix dans la zone des Balantes, comme dans la zone sud des Pépels, je dis, ça veut dire que le changement n'était pas simplement une affaire politique, mais c'est les populations elles-mêmes qui ont choisi de songer avec un homme qui peut-être va incarner autre chose. On attendra peut-être sa feuille de route, mais il est clair que dans son discours politique, comme avant sa campagne d'ailleurs, parce qu'il a mené une campagne lui avant même les élections, il s'était préparé à tout cela. À la limite, c'est quelqu'un qui va y venir. Peut-être qu'on n'a pas prêté trop attention à sa personnalité parce qu'on pensait que oui, c'était un dissident, un mécontent du parti, il veut aller créer juste des mouvements, mais le PAIGC ne sera jamais renversé par un autre parti politique
dans ce pays-là. Et bon, c'est ce qu'on a dû noter depuis le début, depuis l'indépendance jusqu'à présent. Mais à y voir de près, s'il n'a pas fait le trop-plein dans sa région, à la limite, il a fait le maximum dans des régions qui n'étaient pas peut-être son passion politique. Ok, on ne s'attendait pas et déjà ces résultats provisoires, avant qu'on en revienne au défi, demeurent contestés par Domingo Simões Pereira du PAIGC qui pourtant annonçait que seuls les résultats acceptables pour lui étaient ceux provenant de la commission électorale. Pourquoi ce retournement de situation selon vous? Vous savez, il est incompréhensible, ou il est difficile de comprendre les hommes politiques. Moi, c'est peut-être une déformation que j'ai dans surtout par rapport au respect de la parole. Oui. Alors, vous ne pouvez pas dire, parce qu'ils l'ont tous déclaré devant les commissions des membres de la CEDEAO, en respectant, qu'ils vont respecter les verdicts des urnes que la commission nationale va donner comme résultat. Qu'est-ce qui s'est passé? Aucun observateur, aucun groupe d'observateurs n'a signalé des anomalies, une élection sans zéro faute, peut-être pas, mais il n'y a pas eu d'incident, même mineur, dans le vote, ni au premier ni au second tour. Il n'y a pas eu de problème particulier dans l'organisation de ces élections, ça aussi unanimement on le reconnaîtrait. S'il avançait des arguments pour dire que oui, l'élection n'a pas pu se dérouler correctement dans telle ou telle région ou dans telle ou telle localité, on pourrait comprendre. Alors, comment lui, parti au pouvoir, parce qu'il était quand même dans ce système, peut permettre de laisser Oumarou organiser, ou la commission organiser des fraudes au point de dire que non, je ne reconnais pas ces résultats. Je pense que la démocratie aidant, il devait être beaucoup plus fair-play, en félicitant même son adversaire. C'est serré. Et j'ai peur pour la Guinée-Bissau. Macky Sall au Sénégal a gagné les élections avec 58%, 58, Oumarou est aujourd'hui à 53. Oui, c'est 52, environ. C'est un pays qui peut basculer à tout moment dans des schémas comme ça. Ça fait peur pour moi et je ne sais pas, peut-être qu'il va accepter au dernier moment de reconnaître ses résultats et de se plier à la décision de la volonté politique des populations bissau-guinéennes. Mais dans tous les cas, ça fait peur. Et par rapport même à cette peur-là, j'allais vous poser la question, et permettez-moi, ce refus ne risque-t-il pas de plonger le pays dans une crise post-électorale très redoutée, comme le fait Non, moi je pense, moi je n'ai pas peur comme le pensait Lajno. Moi je n'ai pas peur parce que je sais que, il disait tout à l'heure qu'on n'a pas entendu donc de bruit, même pendant la campagne électorale. Pour qui connaît, c'est vraiment la Guinée-Bissau en période électorale, en période donc de campagne électorale. Électorale, oui. Mais déjà, la communauté internationale commençait à faire appel donc à ses représentants, à ses ressortissants donc de retourner chez eux. Mais cette année, il n'y avait pas ça. Mais c'était dans un camp plat. C'est parce qu'il y a eu aussi l'intervention de la CEDEAO qui a pris toutes ses responsabilités. Ah oui, mais la responsabilité de la CEDEAO, quand on est sorti de l'assassinat de Nino Vieira, le candidat Bassirou Dabo a été assassiné. Alors il faut noter aussi cette fois-ci que l'armée avait juré de ne pas s'immiscer dans les affaires. C'est là où c'est intéressant. Et c'est pourquoi je vous disais que le monsieur... Et là, on peut noter une maturité de l'armée bissau-guinéenne. Il n'y a pas que l'armée bissau-guinéenne. La population bissau-guinéenne ne se limite pas dans les casernes. Mais la population bissau-guinéenne est maintenant très mature parce que c'est des gens, c'est de très grands voyageurs maintenant. Maintenant, c'est des intellectuels qui y sont. Donc, vraiment, ce n'est pas facile maintenant de prendre comme ça la population et de le mettre dans un donc il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience au niveau donc. Il faut noter aussi la réforme au sein de l'armée. Je pense qu'aujourd'hui on a démobilisé tous ceux qui étaient anciens du PAIGC, qui ont fait la guerre de libération, qui revendiquaient au même titre que le président de la République, au même titre que les généraux, d'avoir conduit à la libération du peuple bissau-guinéen. Tout le monde avait une arme à la maison, chacun avec sa calache, hommes et femmes. C'était un peu la particularité de la Guinée-Bissau. Certains sont partis à la retraite, d'autres ont été désarmés et réformés. Ça, c'est félicitations à la CEDEAO qui a aidé au moins
à arriver à cette forme de DDR qui a permis au moins de démobiliser pas mal de militaires. Ici, ajoute que aujourd'hui, Anthony Ndiaye, qui est le chef d'état-major général des armées, faisait partie de l'équipe de Ansoumana Mané qui a connu à la guerre civile de 98. Tout à fait. Il était un petit capitaine de l'armée qui gérait le cantonnement de Silakunda au centre du pays et qui est passé général et qui a aussi fait face aux Amora, aux Takmenawai, entre autres. Il comprend aujourd'hui l'enjeu aussi et le rôle de l'armée dans des situations de crise politique. L'armée doit se positionner, oui, mais l'armée doit être à équidistance des politiques. Ce qui est normal. Ce qui est normal. Il aurait dû aller chercher le pouvoir au moment où il y avait la crise, après le décès de Bakary Sagna. Il ne l'a pas fait. Je pense qu'il a mûri en étant dans le système pendant toute cette période-là. Disons que l'armée devient de plus en plus républicaine. Professionnelle en plus. Très professionnelle. Je pense que c'est le mot. L'armée bissau-guinéenne est devenue une armée vraiment très professionnelle parce qu'ils ont contact avec la CEDEAO. Donc ils sont obligés. C'est vrai, ce qui s'est passé donc en Gambie, les bissau-guinéens ne voudraient pas que cela se passe aussi chez eux. Donc d'autant plus qu'il y a la CEDEAO à côté. Donc l'armée sera obligée quand même de suivre, d'accompagner même ce processus jusqu'à terme. Et je pense qu'on est quasiment à ça. Je sais que le challenge est là, mais je sais qu'ils ne vont pas bouger. Donc selon vous, au vu de toute cette situation-là, il n'y a rien à regretter par rapport à... Il n'y a rien à craindre. Il n'y a rien à craindre parce que quand tu vois que le président, dès son élection, il a quitté la Guinée pour faire donc le tour donc, de l'Afrique. Et il a commencé par le Sénégal. Ce n'est pas pour rien qu'il l'a fait. Donc il l'a fait parce que tout simplement, il veut quand même trouver tout de suite une solution. Je te dis, c'est quelqu'un qui te parle donc d'union au niveau donc de la Guinée-Bissau. Donc je pense que l'armée doit quand même pouvoir donc le suivre en ce sens. Ma crainte par contre, ce n'est pas du côté de l'armée. Ma crainte, elle est une instabilité politique notée depuis presque 2 régimes. Il n'y a pas un gouvernement qui est resté plus d'1 an en Guinée-Bissau. Même si l'armée n'intervient pas, l'instabilité politique n'a pas permis à des gouvernements de développer des activités ou de planifier même une action qui permettait de sortir l'État de sa situation de pays extrêmement pauvre. Il faut le noter. Et pourtant, c'est un pays extrêmement riche, extraordinaire. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer après ces élections présidentielles? On va aller aux législatives. C'est pratiquement 47% qui ne se sont pas encore positionnés et qui vont aller aux législatives. Et ça, nous allons, là, déjà vous entrez même dans le vif du sujet, c'est par rapport même aux défis qui attendent le président Mbalo, parce que là, on le sait, vu la complexité de la constitution bissau-guinéenne, le président, il est là, mais il n'a pas la majorité au Parlement. C'est ça, particulièrement, c'est pourquoi j'ai dit, qu'est-ce que les élections législatives peuvent donner comme résultat? Qu'est-ce qui sortirait des urnes? Certainement, Oumarou a le temps de préparer aussi, politiquement parlant, une feuille de route assez précise qui permettrait de convaincre. Parce qu'il va aller en alliance ou pas avec les mêmes qui l'ont accompagné au second tour, on ne sait pas encore. Quel va être le groupe parlementaire qui va dominer à l'Assemblée nationale? Est-ce que ce groupe sera favorable au président ou à l'opposition? D'autant qu'aujourd'hui, le système bissau-guinéen est tel que l'Assemblée nationale joue le rôle même de gouvernement. Parce que le Premier ministre sera issu donc de la majorité parlementaire. Ça, c'est une particularité. Vous savez, aucun État n'a réussi ce système. C'est une dualité au sommet de l'État. L'Italie a connu cette difficulté majeure pendant des années. Et aujourd'hui, la Guinée-Bissau a connu ces particularités aussi. Et il va falloir aller peut-être vers des élections législatives qui permettraient au président Mbalo de pouvoir gagner largement et de pouvoir s'installer au moins de manière durable, au moins pour ce mandat. Mais moi, je pense qu'à l'Assemblée nationale, c'est le président sortant
qui est majoritaire. Oui, mais... Et d'autant plus que je pense que si le gars a accepté quand même d'aller avec lui, il y a déjà un deal qui doit être qui se trouve entre eux. Disons que c'est le PAIGC. Voilà, donc c'est ça, oui. Donc c'est le PAIGC. C'est pourquoi j'ai dit, si c'est le PAIGC qui est aujourd'hui majoritaire au Parlement, ce PAIGC est dirigé par un président perdant. Un candidat sortant perdant. Oui, mais c'est pour ça que je dis que disons que c'est le PAIGC, parce que là on ne parle plus de la personne de José Mario Vaz plutôt, mais là on parle du parti historique carrément. Mais c'est que je dis que c'est pas historique. Il a porté la candidature de ce président, de ce candidat battu au second tour. Et ce candidat a soutenu qui au second tour? Non, mais je dis non, le président sortant, il a soutenu Oumarou. Donc de facto, on s'attend à ce que tout le reste s'allie au perdant, Domingos Simões Pereira. Mais ajouter à ce que Oumarou a tiré comme profit du soutien du président sortant. Parce que José a eu combien? Il est 4e. Il a moins de 10%. Je vous dis que 10%, même s'il avait la totalité des voix qui suivaient son mot d'ordre de vote, je le concède. Mais ce ne serait pas en fait le résultat donc de la victoire de M. Malo. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, les législatives, on ne les a pas encore fixées, à ce que je sache. Le Parlement, il est là, il va continuer à exercer. Il va falloir qu'au niveau donc, de la présidence de la République, qu'on arrive à fédérer beaucoup plus de députés pour qu'au moins ils puissent être accompagnés en attendant qu'on aille aux élections législatives. Mais les PAIGC, en sachant qu'en fait que ce n'est plus le parti qui était au pouvoir, qui est aujourd'hui au pouvoir, parce qu'il y a une dissidence, une rébellion à la limite même, à tous les niveaux, tous ces députés-là vont accepter de dire que oui, le vent du changement a soufflé, allons du côté du président, espérant que le PAIGC ne va pas gagner les nouvelles élections législatives. Ce sera un mi-mandat, peut-être de Oumarou, mais quoi qu'on puisse dire, aujourd'hui il n'est pas clair que la Guinée-Bissau ne pourrait pas vivre tranquillement un gouvernement stable pendant au moins 2 ans. Je ne prédis pas. Moi, je pense que pour l'instant, le président doit d'abord réussir à mettre sur pied un gouvernement d'union nationale. Justement, ça, nous y revenons. Parce que là, lors de son discours, lors de son séjour plutôt au Congo, excusez-moi, le président a affirmé sa volonté de mettre en place un gouvernement d'union nationale et où tout le monde sera représenté. Mais cette tâche-là sera-t-elle aisée? C'est ça le problème. Mais vous savez, au moment où il a réussi à mettre, à fédérer la quasi-totalité donc, des partis donc, autour de lui, je pense que ça serait aussi facile de mettre sur pied un gouvernement. Cela n'est pas évident. Le fait de fédérer en est un, mais le fait de mettre en place un gouvernement, vu que chacun veut y avoir ses intérêts, c'en est deux. Non, ça se prépare parce que toi et moi, quand on doit quand même discuter sur un plan, ben, tu as tes intérêts, j'ai mes intérêts. Donc si je dois être d'accord, c'est parce que tout simplement il y a quelque chose qui se passe. Mais comme on le dit, on gagne d'abord, puis après on va partager le gâteau. Malheureusement, moi je pense qu'on va aller sur des jeux de mots. Un gouvernement d'union nationale n'est pas un gouvernement d'unité nationale. Je suis d'accord. Alors, il y a une différence entre l'union et l'unité. Alors, lui il parle d'un gouvernement d'union nationale. La Guinée-Bissau a besoin d'une unité. Il faut qu'on arrive à unir les pays. Mais on ne peut pas unir un pays tant qu'il n'y a pas d'union. Ça, il faudrait que ça soit clair. Mais une union sans une unité, mais ça, pas l'union va se faire sur la base. On ne peut pas aller, on peut pas monter rapidement et descendre. Non, c'est pas possible. Il faut prendre les marches. Moi, je pense que c'est l'unité qu'il faut avoir pour aller sur l'union. Voilà. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, allons sur des jeux de mots. Je pense qu'il a besoin de fédérer tout le monde. Il est arrivé à le faire au second tour. Tout à fait. Cette unité doit se poursuivre dans la composition du gouvernement, en sachant que derrière, il y a 43% ou 47%
de populations qui n'ont pas voté pour lui. Là, nous allons mettre le point là-dessus et marquer une toute petite pause. Voilà, nous sommes dans la seconde partie du débrief et comme on le disait à l'instant, vous parliez tout à l'heure du pourcentage, à savoir les 43%. Oui, plutôt de 53% qui est aujourd'hui les suffrages donnés au nouveau président Mbalo. Je disais, dans l'unité nationale qu'il faut rechercher à la place d'un gouvernement d'union nationale, il est arrivé à fédérer au moins autour de lui l'ensemble des candidats malheureux au premier tour. Ça, c'est un fait. Mais n'oublions pas qu'il y a 47% de Bissau-Guinéens qui n'ont pas voté pour lui. C'est là où l'union nationale va être intéressante pour ce nouveau président. Parce que la formation du gouvernement dépendra aujourd'hui des quotas qui vont être donnés à chaque parti qui a accompagné le président au second tour. Est-ce que cette unité nationale ou cette union nationale va dire que bon, le président sortant, c'est 47%, il faut lui affecter aussi un certain nombre de ministres, etc. La Guinée-Bissau n'est pas un grand pays où on peut se permettre une trentaine de ministres. Les gouvernements tournent tout le temps autour de 12, 13, maximum 15 ministres, et avec même des secrétaires d'État. Cela veut dire que la question fondamentalement va se jouer sur la projection des législatives, et encore je reste moi sur cette position qui me paraît plus importante et plus intéressante. Si un président de la République ne peut pas diriger un pays sans son Assemblée nationale, ce n'est pas le cas du Sénégal. Forcément, il va falloir jouer avec l'ensemble des compartiments du système État bissau-guinéen en se donnant au moins le maximum de coalition au niveau Parlement pour aider à ce qu'un gouvernement soit stable. L'unité nationale ne veut pas dire aussi qu'on a un gouvernement d'union nationale, l'Assemblée nationale va nous laisser travailler. L'union nationale doit se faire au niveau de l'Assemblée nationale. C'est pourquoi je disais, tant qu'il n'y a pas renouvellement du Parlement, il est peu probable de dire que le PAIGC, originalement parlant, va continuer à soutenir celui-là qui n'est pas ou qui n'est plus de son parti. Parce que mais Elhadji, moi je pense que pour ce qui concerne l'élection législative en Guinée-Bissau, on ne devait pas quand même pouvoir les projeter du tic au tac. Ça va se poser un problème de moyens parce que la Guinée-Bissau n'a pas les moyens tout de suite d'organiser les élections législatives. La communauté internationale va aider à le faire. Oui, vous savez, la Guinée-Bissau n'a jamais organisé des élections. Oui, mais je pense qu'aujourd'hui, les défis donc, du président, c'est d'abord de stabiliser donc, la situation économique de son pays. Mais en quoi faisant? Parce que s'il n'y a pas d'union ou d'unité, comme le dit tout à l'heure M. Guissé, cela serait un peu difficile. Oui, non, c'est-à-dire, moi, je ne veux pas trop m'attirer sur l'unité. Ce qui est sûr, au moment où nous sommes, personne n'a entendu de bruit en Guinée-Bissau. Donc, ce qui veut dire que tout le monde est d'accord de ce qui s'est passé donc, la semaine dernière. Et espérons qu'il n'y aura jamais de bruit. Voilà. C'est-à-dire les bruits de bord, on ne les entend plus en Guinée-Bissau. Malgré les crises, mais j'ai dit, les crises politiques ne favorisent pas de politique de développement. Et là, je vais venir sur la question, parce que quoi qu'on dise, tout se cuisine au niveau de l'Assemblée nationale. Et là, il y a le PAIGC qui détient la majorité parlementaire, parce que là, les législatives ne sont pas encore au bout du tunnel. Et vu la complexité de la constitution bissau-guinéenne, le Premier ministre devrait en principe être issu de cette formation politique. Nous sommes d'accord. Mais à quelle forme de cohabitation on peut s'attendre? Le président lui-même, il sait qu'il veut une stabilité dans son pays. Donc, il sera obligé donc, de travailler avec tout le monde. En attendant d'avoir la majorité qui lui sera donc propre. Mais aujourd'hui, en Guinée-Bissau, c'est sûr et certain qu'il n'y aura pas de problème comme les gens le prédisaient à l'époque. Nous sommes en 2019. Ce qui s'est passé, il s'est passé. Les gens ont beaucoup
progresser. La Guinée-Bissau va sortir économiquement, il va vraiment avoir une stabilité économique. Et je pense que c'est là où il faut vraiment aider ces pays pour quand même pouvoir se libérer totalement donc, de ce qu'ils connaissaient. Vous êtes d'avis, M. Guissé? Vous savez que la Guinée-Bissau est, à mon avis, le pays le plus facile à développer. Il y a très peu de population, il y a trop de ressources halieutiques, de production agricole. Minière. Peut-être même la mine, on peut s'en passer parce que c'est des producteurs, c'est de grands producteurs, c'est des planteurs. Ce que l'ANACAD rapporte à la Guinée-Bissau en termes de ressources dépasse même les besoins en budget national. C'est 84 milliards de recettes. C'est-à-dire, quand vous faites 84 milliards, vous le divisez par le nombre d'habitants, ça veut dire que vous allez même dépasser aujourd'hui le taux d'un pays développé. C'est un petit pays. Ce que la Guinée-Bissau regorge en termes de ressources halieutiques, la pêche, il n'y en a nulle part dans la sous-région. Ce n'est pas un pays difficile à développer, à mon avis. Ce qui est plus difficile, c'est d'asseoir une politique stable avec un gouvernement qu'on va laisser le temps de travailler. Pour ce faire, vous l'avez dit, aujourd'hui, le Premier ministre doit être choisi dans la majorité parlementaire, qui est du PAIGC. S'il arrive à fédérer tout le monde et que l'unité nationale est acceptée par toutes les parties prenantes, il est possible de dire que oui, on va avoir un gouvernement stable, au moins avec une feuille de route bien précise. Et cette feuille de route, avec l'appui de la communauté internationale, parce qu'aussi, il faut le dire, Oumarou, je l'ai suivi quelque part, il dit, bon, on a eu des années de problèmes de salaire, c'est le gouvernement d'Abdoulaye Wade qui nous a même permis de payer les salaires. On ne faut pas continuer, au moins, à injecter de l'argent de la CEDEAO, de l'UMOA, pour permettre de payer ces salariés. C'est le pays où comme on dit, on aurait pu dire qu'il n'y a pas de chômage. Pratiquement, le problème ne se pose pas en ces termes. Et pourtant, ils ont de jeunes cadres qui sont formés. Aller à l'université de Saint-Louis, à l'ICAO, de Ziguinchor plutôt, presque 60, ou j'exagère peut-être, mais au moins, je suis sûr que la majorité des étudiants sont d'origine bissau-guinéenne, qui sont formés dans toutes les filières. Ça veut dire qu'il ne manque plus de ressources humaines qualifiées. Le problème ne se pose plus en termes de ressources physiques qui existent. Mais il n'y a pas, c'est les infrastructures qui manquent. Les infrastructures, c'est les infrastructures. Il faut que le pays soit stable pour que des investisseurs puissent venir, pour que le pays puisse développer des activités. L'année dernière, la campagne de la loi dans la carte a échoué parce qu'on était dans une phase politique qui ne permettait à personne de mettre de l'argent. Les Indiens sont restés à Ziguinchor avec des transactions à distance. C'est ça qui pose comme problème. Aujourd'hui, le pêcheur qui a des licences bissau-guinéennes a peur d'y aller. À la limite, il se dit, est-ce que je vais rentrer? J'ai suivi à 15 jours de la campagne électorale, plus de 100 camions sont restés à la frontière à Umpat, entre le Sénégal et la Guinée-Bissau, parce que ces opérateurs se disent, je n'ai aucune garantie que si mon camion rentre, il sortira. C'est des situations qu'il faut stabiliser. Et je dis, le meilleur moyen de le faire, c'est quand même que le président puisse avoir l'onction de l'Assemblée nationale qui lui permette d'établir un gouvernement avec un pacte, un pacte juste d'un an de stabilité. Il ne faut pas trop insister sur l'Assemblée nationale, c'est très important. Oui. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais quand vous parlez donc des camionneurs qui refusent d'entrer en Guinée-Bissau parce qu'ils ont peur de perdre peut-être leurs biens après, mais non, parce que tout simplement, la Guinée-Bissau a été au moins étiquetée comme un pays à trouble fait. Donc, aujourd'hui, je pense que la communauté internationale doit aider quand même la Guinée-Bissau au moment où nous sommes pour qu'ils puissent quand même se débarrasser donc de
ce chemin-là. Malamine, tout à l'heure, vous avez parlé d'infrastructures. J'aimerais bien qu'on revienne là-dessus parce que, comme le dit notre confrère ivoirien André Silver Conan, les peuples africains ont soif d'alternance et les ponts et les goudrons ne suffisent pas. Et là même, il a pris en exemple l'ex-président sénégalais Abdoulaye Wade qui a été renversé par le président Macky Sall. Et là, il dit justement le président Embalo veut miser sur les valeurs qui, selon lui, sont importantes pour développer le pays, à savoir la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption et l'indépendance de la justice, la liberté d'expression, l'équité dans l'administration dont le pays souffre. Oui, ça c'est fondamental. Ça c'est fondamental. Quand il n'y a pas de liberté d'expression, il y aura toujours des problèmes. Quand il n'y a pas de liberté de la presse, il y aura toujours problème. La corruption. La corruption. Vous savez, la corruption en Afrique, on ne peut pas trop en parler. Entre guillemets, je pense que et la bonne gouvernance. Voilà, donc la bonne gouvernance, ça c'est autre chose. Par contre, sur le plan infrastructure, la Guinée-Bissau en a vraiment besoin. Et quand vous connaissez bien la Guinée-Bissau, je pense qu'il n'y a que de bonnes routes seulement que dans la capitale, la Bissau, et peut-être dans 3 autres régions, mais sinon, il n'y a rien du tout. Mais cela ne suffit pas, il faut aussi de bonnes valeurs. Oui, je l'ai dit tout à l'heure, mais oui, les valeurs sont importantes. Hein. Oui, mais j'ai dit aujourd'hui, comme on le dit au Sénégal aussi, hein, on ne mange pas de goudron. Oui. C'est clair. Alors, qu'on mette des infrastructures, c'est vrai. On en a mis aussi. Hein. J'avoue qu'aujourd'hui, vous faites Bissau, Bafata, Gabou, c'est goudronné. Vous faites Farim, Bissau, c'est goudronné. Vous faites Umpak avec des ponts même. Umpak Bissau, c'est goudronné jusqu'à la frontière guinéenne. Le problème ne se pose pas. Les infrastructures touristiques existent. Mais il y a un autre problème, c'est l'électricité en Guinée-Bissau. Oui. Ça, c'est quasi inexistant. J'ai dit normal dans un pays instable, politiquement parlant. On ne parle plus de guerre. Au moins en Guinée-Bissau. On ne parle plus de coup d'État en Guinée-Bissau, au moins depuis une dizaine d'années. Ça, c'est important. Cette instabilité est due simplement à des problèmes politiques intérieurs au PAIGC. C'est ça, en fait, la difficulté. C'est-à-dire aucun gouvernement, depuis Malam Bakay Sagna jusqu'à maintenant, aucun gouvernement n'a été installé et qui a une durée de vie de 2 ans. Cette instabilité politique ne peut pas permettre un développement dans un pays. Et comment résoudre justement cette instabilité politique? Je dis, c'est l'union nationale qu'il est en train de prôner, qu'il va falloir encourager. Et faudrait-il aussi changer la constitution bissau-guinéenne? La constitution, fondamentalement, je pense que même la CEDEAO, l'Union internationale, ils avaient tous demandé au moins à revoir la constitution bissau-guinéenne. Mais c'était comment on l'appelle, le mot d'ordre de Oumarou Mbalo. Pendant toute la campagne, il a prôné les changements du système. Obligatoirement, on ne peut pas continuer à créer dans un petit pays comme ça un système gouvernement issu de l'Assemblée nationale, un président de la République. Cette dualité ne permet pas au pays de se développer. Il n'y a que la justice bissau-guinéenne qui est un peu équidistant donc de... Et aujourd'hui, il faut saluer. Et pour vous parler tout à l'heure de l'expression libre, la Guinée-Bissau a été un pays démocratiquement parlant sur le plan de l'expression des communautés. La Guinée-Bissau est en avance même sur le Sénégal, sur les radios publiques, communautaires, privées. Il y en a bien avant même au Sénégal. Ça veut dire que c'est des pays où au moins on a connu cette démocratie aussi. La gouvernance ne peut pas se faire dans un pays pauvre, à la limite extrêmement pauvre et qui est malheureusement trop riche. Tant qu'on n'arrive pas à assurer un bon salaire aux enseignants, tant que l'infirmier continue à rester 6 mois sans salaire, tant que le policier restera à la frontière sans voir de salaire, vous ne pouvez pas dire à ce policier, ne demandez pas à ce Sénégalais qui entre, ou ce Gambien qui entre, ou au Guinéen qui entre, de payer 1000 francs à la frontière. Parce que c'est le seul revenu qu'il a. Je dis, cette corruption, elle est développée par rapport au système qui ne permet pas d'assurer le minimum à ces fonctionnaires. Quand des fonctionnaires restent 2 mois sans salaire, quand... vous êtes d'accord avec moi? Toi, tu sais que la Guinée-Bissau ne peut pas tout de suite
assurer ça à ses fonctionnaires. Mais il urge quand même de réformer la Constitution, ce qui pourrait amener à faire tout cela. Vous savez, ils ont eu la chance... Je ne suis pas d'accord avec lui, parce que c'est lui-même qui avance tout à l'heure 80 milliards... 84 milliards dans la production anacarde. Oui. La vente. J'ai dit 84 milliards. La Guinée-Bissau, c'est même trop pour ce pays. En recette fiscale, Oui, en recette fiscale, j'ai dit. C'est même trop pour ce petit pays où il y a même 2 millions d'habitants. J'ai dit, il n'y a pas plus de 50 000 fonctionnaires en Guinée-Bissau. Oui, mais... La question, elle est fondamentalement liée à la gouvernance qu'il faut instaurer. Parce que cette recette, il va falloir que le petit Bissau-Guinéen bénéficie de toutes les infrastructures sociales de base. Qu'il y ait de l'hôpital, qu'il y ait l'école. L'éducation marche jusqu'à présent. Mais quand des enseignants ne sont pas payés, vous n'avez pas entendu la grève en Guinée-Bissau. C'est très rare. Pourquoi? Ça veut dire qu'ils ont intériorisé en eux la difficulté économique que leur pays traverse. Ils l'ont accepté. Vous n'entendez pas de grève d'infirmiers ou de médecins en Guinée-Bissau. C'est très rare. Parce que ces communautés ou ces fonctionnaires ont intériorisé en eux cette situation économique instable dans le pays. C'est tout cela qu'il faut créer des conditions permettant de dire le peu que le pays fait entrer en recette puisse être ressenti par n'importe quel Bissau-Guinéen. Mais dites-moi, s'ils intériorisent ça, cela veut dire que parallèlement, ils développent peut-être une autre alternative. Forcément, les moyens d'existence, il faut les créer. Je disais tout à l'heure, celui qui ce douanier, c'est pas pour jeter de la... Et c'est ce qui ne permet pas au pays de sortir la tête de l'eau. Mais non, mais attendez, pourquoi il y a eu la drogue en Guinée-Bissau? Non, mais c'est dû à la pauvreté. Mais c'est dû à la pauvreté est la mère quand même de tous les vices, on le dit assez souvent. Oui, mais quand le général même est le premier corrompu du système, je parle de Takpenawai, je parle de Zamoua, de tout. J'ai dit, qu'est-ce qu'on n'a pas connu en Guinée-Bissau? Quand ça pourrit de la tête, on ne peut pas demander à l'agent de frontalier de ne pas demander 1000 francs à un passager. Malheureusement, c'est ça. Parce que c'est les moyens d'existence qu'il faut développer. Les moyens d'existence, vous n'êtes pas à mesure de produire. Vous produisez, vous ne pouvez pas vendre parce que le pays connaît une difficulté réelle. Le changement de monnaie est passé par là aussi. Parce que la Guinée-Bissau était quand même stable avec son peso. Ouais. Pour la petite histoire, j'ai été la première fois millionnaire en Guinée-Bissau. Imaginez, avec 5 000 francs que j'avais, j'ai acheté un paquet de cigarettes parce que je fumais. On m'a rendu 2 millions de pesos. Plein les poches. Mais je dis, ce pays-là est passé de ces pesos au franc CFA. Cette transition a coïncidé avec une instabilité politique, avec comment on l'appelle, des coups d'État qui se sont enchaînés. Tout cela, aujourd'hui, il faut le capitaliser. Les bonnes leçons ou la bonne pratique est de dire que la Guinée-Bissau a oublié les coups d'État. La Guinée-Bissau est en train de se refaire politiquement parlant parce que le PAIGC n'est plus l'unique parti au pays. Cela veut dire qu'il est possible de développer cette unité nationale en faisant appel aux forces vives de la nation. Il n'y a pas que ça. Je pense qu'il doit aussi changer. Je voulais terminer par cette question. Vous ne pouvez pas imaginer combien de ressortissants bissau-guinéens sont installés aujourd'hui au Portugal et ailleurs dans le monde avec tellement d'investissements. Demandez-leur qui sont eux à Dakar aujourd'hui, qui sont dans les sphères économiques, qui développent tellement de choses. Dans ce pays, je dis, pourquoi ils ne peuvent pas retourner chez eux? Ils vont le faire. Oui, c'est ce qui ont construit des immeubles à Ziguinchor, vont repartir chez eux. Quand il y aura la stabilité. Cette stabilité, elle est obligatoire aujourd'hui. Et pour cela, il faudrait que le président ait les pleins pouvoirs. Et pour cela aussi, il faudrait réformer la Constitution. Ce qui revient toujours. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'être élu et de ne pas pouvoir diriger le pays. Oui, mais ça, après avoir réglé ça, je pense qu'il faudra au moins revoir aussi sa politique étrangère, qui est un peu
je ne veux pas trop dire. Là, vous avez anticipé sur la question. On y va avec le voisin qui est à côté de la Guinée-Conakry. On va commencer par cela. Non, vous savez, oui, c'est triste. Bon, moi, personnellement, je me pose la question qui se passe entre quand même ces deux pays-là. Ou alors, qu'est-ce qui se passe entre le nouveau président et Alpha Condé. Disons que c'est des jumeaux qui ne s'entendent pas. Oui, ils ne s'entendent pas. Pourquoi ils ne s'entendent pas? Il faudrait quand même que les gens essaient de dire que mais il n'y a pas de raison quand même qu'on est ensemble, qu'on est un même peuple et qu'on ne s'entende pas. Ça ne devait pas se passer comme ça. Mais moi, je pense qu'avec le président Macky Sall, ils vont quand même pouvoir régler rapidement ce problème. J'aurais dû, je pense que j'ai entendu dire qu'il doit faire un voyage à Conakry. Donc, je pense que ça permettra. C'est prévu à Conakry et au Cap-Vert. Voilà. Donc, je pense que ça permettra quand même de régler définitivement donc, ce flou qu'il y a entre eux. Parce que ce que les gens disent et ce qui se passe réellement, bon, moi je pense qu'il n'y a que eux deux qui peuvent quand même le dire au niveau donc, international. Bon, disons que maintenant c'est devenu une cuisine d'État parce qu'auparavant c'était entre deux personnes, maintenant c'est devenu un problème entre deux pays. Mais il ne peut pas être un problème entre deux pays. Bon, je ne peux pas avoir des problèmes avec LH et qu'on ait des problèmes au niveau... Non, ce n'est pas possible. Oui, mais je pense entre eux, ils ont des problèmes, ils n'ont qu'à régler entre eux. Non, malheureusement, ce n'est pas ça la question de fond. Vous savez, on a connu Senghor et Sékou Touré. Ce n'était pas une affaire de personnes, après c'était un problème d'État, de personnes. Je pense que... oui. Quand tu me parles de Senghor et de Sékou Touré, ça c'est quelle année? Nous sommes au 21e siècle. Mais il faudrait prendre exemple sur le passé quand même pour pouvoir avancer, Malamine. Vous ne pouvez pas faire table rase sur l'histoire des peuples et des populations. Aujourd'hui, ce qui se passe, j'ai dit, il y a une erreur de communication du président Mbalo. Il aurait dû y aller dans le diplomatiquement correct, de ne pas même citer celui qui a soutenu ou pas sa candidature. Il avait gagné des élections. À cet instant précis, il n'était plus un opposant. Il était devenu, il a dit même, je suis son comment on l'appelle, son collègue, président. Et à partir de cet instant, je dis, j'oublie ce qui s'est passé derrière, en sachant que, qu'on l'aime ou pas, on est des voisins. La cohabitation est obligatoire et on ne peut pas faire autrement. La Guinée-Bissau a besoin de la Guinée-Conakry pour une raison. Sur le plan économique, sur le plan stratégique, c'est la géopolitique de la sous-région qui l'exige à Mbalo. Ne serait-ce que pour ces raisons, je pense que c'était une erreur communicationnelle. Ce n'est pas pour rien qu'il décide d'y aller. Je ne peux pas déclarer quelqu'un mon ennemi et après aller lui rendre visite. Il s'est rendu compte qu'il y a une erreur diplomatique qu'il va falloir corriger en urgence. Les chefs d'État aidant, je pense qu'il a reçu les conseils du président Nguesso, qu'il a rencontré, Macky Sall, entre autres, qui vont aussi jouer les bons offices en se disant, oui, il faut accepter aussi le président guinéen de Conakry. Ah oui, avec aussi c'est on n'aurait pas dit simplement qu'il n'est pas quelqu'un qui aime tout le monde, mais il n'est pas aussi en odeur de sainteté avec le président Macky Sall. Il faut le reconnaître. Oui, alors, déjà, ça a été quand même symbolique le fait qu'il vienne à Dakar juste au lendemain de sa victoire et après il va vers le Congo, voir Sassou Nguesso, le Nigeria. Et comme on le dit, comme le dit plutôt un vieil adage bissau-guinéen que je vais citer, quand on est sur le dos d'un éléphant, la traversée du Marigot se fait sans crainte. Et là, il semble construire ses bases. Mais attends, d'abord, le Sénégal, c'est tout à fait normal. Mais s'il ne vient pas au Sénégal, le Sénégal, c'est quasiment... Le Sénégal, la Gambie, le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau. Non, le Sénégal... non, attends, le Sénégal est 90% des importations et exportations de la Guinée-Bissau. Donc, le Sénégal ferme aujourd'hui ses frontières avec la Guinée. Ça a été le cas. Vous n'avez pas l'histoire, mais j'ai dit, je rappelle, en 98, quand il y a eu cette histoire de vol de bétail, très pointu à la frontière entre le Diatakunda et le Fouladou, les Sénégalais ont fermé les frontières. Et ça s'est fait sentir. Mais il a fallu, en 2000, qu'on dépêche le ministre de l'Intérieur du Sénégal
à l'époque le général Niang, le ministre des Forces armées du Sénégal, tous à la frontière à Salikégné, dans la région de Kolda, pour rencontrer le premier ministre bissau-guinéen. Il a fallu des négociations pour qu'on réouvre, parce que le pays, il n'y avait plus un kilo de riz dans ce pays. Vous imaginez? C'est-à-dire, c'est un pays qui dépend foncièrement du Sénégal. On ne peut pas le nier. Le bon voisinage l'exige d'avoir un ami qui s'appelle Macky Sall. Mais l'histoire aussi a retenu qu'il a fait un bon séjour au Sénégal. Il connaît bien le Sénégal, et je pense que c'est pas Et comme il le dit lui-même, la famille plutôt du président l'a lui-même accueilli quand il n'était rien. Non, mais il a presque grandi au sein de cette famille-là. Mais c'était quand même normal qu'il fasse son premier voyage ici au Sénégal. Le président Gambien l'a fait. Aujourd'hui, il est empêché lui. Lui aussi, il l'a fait. Et puis, moi, l'autre jour, vers le Diatakunda, tu parlais de Diatakunda, dans le Balantakunda, mais quand on a élu Mbalo, mais les gens, ils ont applaudi. Oui. Parce qu'ils disent qu'enfin, ils vont quand même sécuriser donc les frontières avec les votes de bétail. Et qui connaît le président Macky Sall, c'est qu'il sait bien protéger ses amis. Voilà, c'est donc quand le protège ici, mais de l'autre côté aussi, et l'exemple le plus patent est celui d'Adama Barrow. Ben oui, rappelez-moi, nous sommes à 30 secondes de la fin. Encore qu'Adama Barrow, oui, mais dire que il a un double intérêt à protéger la Guinée-Bissau, qui quand même a été un bastion de la rébellion casamançaise. Et aujourd'hui, le sécuriser ces pays, d'avoir de bonnes relations de voisinage. Relève même de l'intérêt propre du Sénégal. Voilà, en ces termes, nous allons terminer cette émission très intéressante. En tout cas, merci à mes deux invités, M. Guissé, journaliste, que je rappelle, et Malamine Fernandez. Ce fut un plaisir en tout cas de vous avoir, et un grand merci à la partie rédactionnelle et technique de l'autre côté qui a surtout bonne suite de programme sur Médian TV Afrique.